aujourd'hui ce que ça donne exactement et c'est avec l'inspecteur Damsek. Merci beaucoup. Aussi. Donc, nous étions la fois passée en vocabulaire et l'exercice portait sur les homonymes plus précisément. Et vous le savez, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas toujours la même signification. Comme vous pouvez avoir, oui, saint, qui est différent de saint, qui est aussi différent de saint. Nous avons saint, saint et saint, c'est la même lecture. Ce marabout, ou cet homme tout court, est sain. Il est en bonne santé. Il est sain de corps et d'esprit. Il est sain. Par contre, c'est aussi un saint. D'accord? Il évite de faire des fautes dans la vie et il ne fait presque pas de péché. Et il est adoré de tout le monde, car il ne fait du tort à personne. Il ne cause du tort à personne. On dit que c'est un saint. Et là, le saint, vous le voyez, maman allaite bébé au sein. Et ce sein-là s'écrit S-E-I-N. Vous avez donc les homonymes. Et ça, c'était tout juste en guise de rappel. Maintenant, venons-en à votre exercice de la fois passée. Il s'agissait de trouver des homonymes à mère. Mère, ici, ainsi écrit, qui renvoie au premier magistrat de la ville. Par exemple, celui de Mbour, si je peux me permettre, s'appelle Fallou Sylla. Le maire de la ville de Mbour s'appelle Fallou Sylla. Maire, vous l'écrivez comme ça, M-A-I-R-E. Maintenant, on vous avait demandé d'en trouver 3. C'était tout juste par rapport à la résolution du problème, ce qu'on en avait dit. Ce n'est pas toutes les questions qui ont forcément des réponses. Parce que là, il vous sera très difficile de trouver 3 homonymes avec mère. Donc, on pourra avoir le premier, mère. Voilà, j'imagine les enfants qui crient, qui se disent que tu vois, je te l'avais dit, j'ai trouvé. Effectivement, tu as trouvé. Mère, ainsi écrit, signifie étendue d'eau. C'est une étendue d'eau. Pas forcément l'océan, d'accord? Mais celui que vous savez le plus, c'est l'océan Atlantique. Mangidem Gate. Je vais à la mer. Mer s'écrit M-E-R. Et l'autre homonyme, vous avez la mère non féminin qui signifie maman. Comme tout à l'heure, la mère de Abdou allait toujours au sein. Mère s'écrit M-E, accent grave, R-E. Voilà donc, si vous avez réussi à faire ça par rapport à mère, si ce n'était sur 10, vous en avez 9. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu à trouver. Et continuez cet exercice, parce que tout à l'heure, je l'ai fait avec saint. Vous pouvez le faire avec joue. Il joue au ballon, qui s'écrit de la même façon que la joue, mais qui n'a pas la même signification. Et l'autre qui pourrait un peu être difficile à votre niveau, qui se termine par G, joue, non pas joue, mais joue. Et les charretiers connaissent bien ce que cela signifie. Ça permet, si vous voulez, de retenir par rapport, en fait, à l'attelage, le cheval qui est une bête de trait ou qui est attelée. Donc ça, par rapport au niveau taxonomique du mot, vous pouvez en rester là, mais c'est juste en guise d'exemple. Maintenant, nous allons, par rapport au terme
au verbe ou au mot traverser, qui peut signifier passer à travers. Par exemple, je peux dire Moussa traverse la route ou Fatou traverse le salon. Traverser. Si on change de contexte, une ride traverse le front de mon grand-père. Ride, une ride traverse. Donc ici, traverser va changer un peu par rapport à traverser la rue. Parce que là, il traverse et on ne le voit plus. Il s'en va, ou bien on le voit de loin. Par contre, la ride qui traverse le front de grand-père, il est toujours. Bien vrai que grand-père aimerait que la ride traverse et s'en va. Voilà donc, pour traverser, comment vous pouvez changer l'emploi et changer la signification. Ce qui vous permettra toujours, parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur le vocabulaire, sur l'orthographe plus tard, sur la grammaire et sur la conjugaison plus tard, ce sont deux disciplines outils qui vont vous permettre, quand vous êtes dans l'activité de rédaction ou l'activité d'expression écrite ou l'activité de production d'écrit tout court, cela vous aidera à mieux construire votre texte. Voilà donc à semaine la correction de l'exercice de la fois passée. Maintenant, ce que nous allons faire, vous allez écrire en même temps que moi. Parce que c'est comme l'astuce qu'on a donnée l'autre jour. Aujourd'hui, chers parents, pour que vos élèves récitent la leçon, ne les mettez pas en face de vous pour leur dire réciter, mais donnez-leur un cahier ou une feuille. Tu connais ta leçon, Moussa? Allez, va au coin là-bas. Écris-moi la leçon sans la regarder. Et au passage, nous saluons les enseignants de Moudéri. Moudéri, c'est dans le Bakel, dans le département. Et aussi c'est de Koungani. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Nous allons faire un texte et souligner des mots où il y a des fautes. Et maintenant, c'est à vous de corriger les fautes. Le titre d'abord, une promenade qui finit mal. Une promenade qui finit mal. Inspecteur? Oui. Promenade. Non, il souligne les fautes. Ah! C'est volontaire. Merci. C'est l'exercice. Arrête d'aider les enfants. Merci. Arrête d'aider les enfants. Voilà. C'est l'exercice. C'est bon, voilà. c'est Les bon, enfants vont regarder. Voilà, vous avez compris. Ils vont corriger au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Et vous écrivez en même temps que moi parce que tout de suite après, c'est terminé, on va effacer. D'accord. D'accord? Heureusement que vous l'avez souligné. Dansou aimait beaucoup les oiseaux. Sa distraction favorite était de les dénicher et de les mettre en cage. Point. Un jour, virgule, au hasard d'une promenade,
virgule, il découvrit un nid. Il découvrit un nid. Nous en avons, parce qu'il me faut 10. Un mot, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça nous fait 11, mais 10 à partir de là-bas. Oui. D'accord? Pratiquement le même. Et le bonus, 2. Ça, c'est un malus. Un malus. Oui. 2 de ses amis l'accompagnaient. 2 de ses amis l'accompagnaient. Donc, c'est ça maintenant qui est en train d'être fait au niveau du primaire. Et vous le savez. Parce que souvent, c'était des fautes. Sur un texte de 150 mots, vous en faites 10, vous avez 0. Et les mots trouvés, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est maintenant, chers enfants, vous le savez tous, et c'est comme ça maintenant que l'évaluation se fait. Vous allez regarder le texte, et je pense que vous êtes en train d'écrire. Oui. Il y a même certains qui ont fini d'écrire. La prochaine fois, vous allez soit avec moi, ou bien un autre maître de CM2 qui continuera ce salon, parce que le professeur est en train d'écouter les appels, corriger. En lisant ce texte, tous les mots soulignés comportent une faute en leur sein. C'est à vous maintenant de recopier ce texte en évitant de faire les fautes. Et peut-être même que celles ou ceux qui auront posté rapidement sur la page Facebook, peut-être que le professeur Dr Massamba en choisira 2 ou 3. C'est promis. Et ils pourront recevoir... C'est promis. Voilà, donc promis. Donc dépêchez-vous, celles et ceux qui auront fini rapidement pourront, on va en choisir 5 et ils seront récompensés. Donc c'est l'exercice du jour. L'exercice du jour. D'accord, Je d'accord. peux même dire elles seront récompensées. Parce que 5 peuvent être des filles. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. J'espère bien. Et vous le savez. Donc, pour résumer, vous savez tous, chers élèves, qu'on ne cessera pas de vous le répéter. Il faut lire. Et quand vous lisez, il faut prendre des notes. Et essayez avec les mots que vous avez appris en classe de consulter le dictionnaire si vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas aussi, demandez au grand frère qui est à côté, à la grande sœur qui est à côté, est-ce que ce mot-là n'a pas d'autre contexte d'utilisation? C'est ce qui vous permettra, quand vous serez dans un texte avec un sujet, de pouvoir employer les mots à bon escient, c'est-à-dire correctement. Et maintenant, pour terminer, sur les antonymes ou les mots contraires. D'accord? Très facilement, on peut dire que le contraire du jour, oui, la nuit. Voilà, c'est la nuit. D'accord? Et exercez-vous sur ces mots antonymes, ces mots contraires. Le contraire de grand, c'est petit. Et même vous pouvez faire un jeu, hein, tout en étant confiné, ça vous permettra, vous faites un petit cercle avec les grands frères et tout le monde peut participer. Même maman peut participer. D'accord? Maman donne un mot, le suivant donne son contraire. Si vous trouvez, vous passez. Si vous ne trouvez pas, vous sortez du jeu. Et on va voir le finaliste. Ou la finaliste. Merci beaucoup, Astumben. Merci beaucoup, monsieur Voilà Seck. pour le cours du Désolée de jour. vous faire un peu revenir peut-être en arrière. J'avais juste une préoccupation, comme toujours, docteur Massamba. c'est important. par rapport à l'identification du radical. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il faut impérativement supprimer la terminaison ou bien du verbe à l'infinitif? Est-ce qu'il y a une règle établie? Il n'y a presque pas de règle établie. D'accord. Et ce n'est pas toujours qu'on supprime la terminaison. D'accord. Parce que quand tu es dans le verbe trouver, quand on fait ça au futur, quand on est dans trouvera ou le conditionnel trouverait, trouverait étant un mot de même famille que trouver ou trouve, si tu veux, si on dit à l'élève qu'il faut toujours enlever la terminaison, il peut ou elle peut être déroutée. D'accord. Donc le radical, c'est dans l'exercice.
au niveau du primaire, c'est dans l'exercice. C'est à force de rencontrer les mots. Parce que chaque fois, on vous dit qu'un mot est composé de 2 ou de 3 parties. Vous avez le préfixe, le radical et la terminaison. D'accord? Au début, on joue sur des mots seulement avec un radical et une terminaison, ou bien un préfixe et un radical. Et le conditionnement aidant, c'est comme ça que l'enfant pourra plus ou moins se retrouver. Maintenant, quand ils seront chez nos collègues, au niveau du moyen secondaire, c'est là où ça va être plus perfectionné. D'accord. Nous, on leur dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et eux, ils vont dire que la Terre tourne autour du soleil. Donc, à chacun son rôle. Voilà. Merci beaucoup, M. Seck, inspecteur Dame Seck, formateur, mais aussi inspecteur de l'éducation élémentaire. Merci aussi à vous, chers petits. Je pense que vous avez pris bonne note. N'oubliez pas, l'exercice du jour, c'est à faire. Et demain, Inch'Allah, vous aurez la correction que vous pouvez aussi retrouver sur le site igfm.sn, tout comme la page Facebook de la salle des professeurs TFM. Donc, à vous, chers petits, on se donne rendez-vous à demain. Mais bon, restons avec nous. Nous allons continuer avec M. Ken Arfan qui va nous parler mathématiques. C'est bien ça? Oui, on va parler de mathématiques et surtout la géométrie. Géométrie, d'accord. Donc, nous allons tracer. Non. Pas exceptionnellement. Non, si, je vais tracer à main levée, mais c'est pour expliquer. D'accord. Comme on a l'habitude de le dire, quand il y a des moments un peu difficiles, ce que je dis toujours aux élèves, la vie, on ne baisse jamais les bras. Oui. La vie, c'est un combat. Donc, en ce moment-là aussi, même à la maison, il ne faut pas baisser les bras. Continuez à faire les exercices. Je vais vous aider à affronter certains exercices, surtout en géométrie, sur certains chapitres qu'on a déjà fait en classe, tels que le théorème de Pythagore que vous avez fait en 4e, la trigonométrie, et aussi le théorème de Thalès, et un peu aussi les angles inscrits anglo-centres, parce que ces chapitres-là sont un peu liés. C'est très rare de voir un exercice où on parle uniquement de la trigonométrie, ou du théorème de Pythagore, ou du théorème de Thalès. Ces chapitres-là sont étroitement liés dans un exercice qu'on a l'habitude de donner à l'examen. Et je vous ai dit aussi que, n'oubliez pas aussi, quelle que soit la durée de cette situation, il y aura toujours BFM. Qu'il pleut ou il neige, il y aura BFM. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Parce qu'il fut des années, on a eu 4 à 5 mois de grève, je me rappelle très bien. N'empêche, il y avait un examen, c'était le 29 août. Quel que soit le fois, on souhaite de tout cœur cette situation-là qu'on dépasse ça, mais il y aura BFM. Et je vais vous aider à affronter les exercices en classe. Suivez un peu. Je vais commencer pour vous dire comment affronter un exercice. Comment affronter un exercice, situation oblige. Là, on affronte l'exercice coronavirus. D'abord, corona, aussi comment affronter le corona. Danko. Voilà. Donc pour revenir un peu, parce que vous savez, les élèves, ils aiment trop l'algèbre. Faire les racines carrées, résoudre l'équation, c'est simple. Des fois, la racine carrée, on définit, on donne l'exercice, c'est simple. Mais des fois, les élèves, une fois, on fait les exercices, vous faites les exercices sur l'algèbre, vous gagnez les 8 points et vous laissez la géométrie pour perdre 12 points. Pourquoi? Alors que c'est très facile. C'est très, très facile. Maintenant, il y a des exercices, il y a des indices. Parce que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Si on dit, par exemple, un exercice qui démarre par un triangle, ce n'est pas le hasard. Celui qui a proposé, par exemple, l'inspecteur qui est au bureau, qui a proposé un exercice qui commence par un triangle, il avait le choix de commencer par un parallélogramme. Mais pourquoi il n'a pas commencé par le parallélogramme? Il préfère commencer par le triangle. Par le triangle. Maintenant, si on commence par le triangle, d'abord, ce que j'ai l'habitude de vous dire, voilà, c'est sûr. Il faut savoir définir. Et le pourquoi un triangle? Qu'est-ce qu'un triangle? C'est pas hasard. À l'élémentaire, on dit un triangle, c'est une figure géométrique qui a 3 côtés. Bien sûr. Mais ici, on vous dit que c'est un polygone. Et donner les caractéristiques de reconnaissance. Si on dit polygone, ça a plusieurs côtés. Donner les caractéristiques de reconnaissance des triangles et donner aussi les droites remarquables. Cette première partie va vous permettre d'affronter un peu l'exercice. Et je vous dis, la classe, si un exercice commence par un triangle, ne cherchez pas de midi à 14h. Il y aura 3 chapitres qui vont s'ouvrir. 3 chapitres. Et 3 possibilités. Ces 3 chapitres, ce sont d'abord premier T, deuxième T, troisième T. J'avais demandé ça à Murtala. Murtala, tu me dis,
tellement c'est un fan de TFM, il dit que télévision de tous les temps. Non, les 3T ne signifient pas télévision de tous les temps. Certes, en ce moment, vous êtes télévision de tous les temps, parce que c'est eux qui aident les élèves. Mais non, si on vous donne un triangle, un exercice qui commence par un triangle, je dis qu'il y a le théorème de Pythagore, il y a la trigonométrie, mais aussi il y a le théorème de Thalès qui s'ouvre, les 3T. C'est sûr que cet exercice va porter sur ces 3, c'est sûr. Et je dis par la force. Maintenant, il n'y a aucun exercice, il n'y a aucune question qu'on peut répondre simultanément en appliquant le théorème de Pythagore, la trigonométrie ou bien le théorème de Thalès. Il faut éliminer impérativement, soit c'est le théorème de Thalès, soit c'est le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie, c'est sûr. Maintenant, si vous avancez un peu sur la lecture de l'exercice, l'exercice va commencer par éliminer les chapitres. Par exemple, on dit TFM, un triangle rectangle. Un rectangle en M. Vous tracez le triangle qui est là. Maintenant, on dit rectangle, soit TFM ou ABC ou RTS ou n'importe quoi. L'essentiel, 3 points distincts du plan. On aura un triangle. TFM, un triangle rectangle. La première chose à faire, c'est éliminer Thalès. C'est sûr que l'exercice portera sur le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie, c'est sûr. Maintenant, il faut éliminer aussi entre Pythagore et Trigo parce que les deux, il faut que le triangle soit rectangle, c'est sûr. Il faut que le triangle soit rectangle, c'est sûr pour les deux. C'est sûr. Maintenant, le triangle est rectangle. Quand est-ce que pour un triangle rectangle, faut-il appliquer le théorème de Pythagore? Quand est-ce que la classe faut-il appliquer le théorème de Pythagore? Il faut aussi avancer sur la lecture parce que la lecture est très importante. Si on ne lit pas correctement l'exercice, c'est sûr. Maintenant, à travers la lecture, on va essayer de s'orienter. De s'orienter vers la réponse. Parce qu'on a l'habitude de le dire, la reconnaissance d'un problème, c'est un pas vers les solutions. Le fait d'avoir un triangle rectangle, déjà nous savons que nous allons soit utiliser le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie, c'est sûr. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie? Je dis que 95%, si on vous donne les deux côtés du triangle. Par exemple, on vous dit TFM est un triangle rectangle en M. On vous dit tel que TM égale à 5 et on vous dit tel que TF égale à, par exemple, 4. On vous donne les deux côtés. On vous donne les deux côtés, on vous demande de calculer le troisième côté. Là, c'est sûr que vous allez appliquer le théorème de Pythagore. Calcul de distance. Ou bien, comme le BFM 2010, les élèves, vous avez l'habitude de vous dire ça? Je dis que, on vous dit ABC, un triangle rectangle en A, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard qu'ils ont choisi le triangle. Et non seulement ils ont dit rectangle, ils ont choisi un triangle et ils ont dit rectangle. Donc il y avait une démonstration, la plupart des élèves, presque, les copies que j'avais corrigées, la plupart des élèves l'ont faussé. Parce qu'ils ont oublié que le triangle était rectangle en A, c'était une précision. Donc la deuxième démonstration, pour répondre à la question, il fallait appliquer le théorème de Pythagore. Là aussi, on peut appliquer le théorème de Pythagore si on connaît les deux côtés. Mais il y a des situations où vous êtes obligé d'appliquer le théorème de Pythagore pour répondre à certaines questions, certaines démonstrations. Maintenant, si vous avez un triangle, 3 fenêtres vont s'ouvrir. Soit c'est le théorème de Pythagore, la trigonométrie ou bien le théorème de Thalès. Maintenant, les deux, il faut que le triangle soit rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, ne pensez même pas au théorème de Pythagore ou bien à la trigonométrie. Ne pensez même pas. Je ne serai pas là parce que contrainte de temps, coronavirus, on n'a pas le temps parce que là, il faut que je rentre pour vérifier à ma petite famille. Bah oui, je n'ai pas le temps. Mais apprenez les leçons parce qu'on vous a donné le cours qui est tellement complet. Prenez le temps très tôt le matin, avant que l'émission commence, avant de regarder TFM. Prenez votre temps de lire d'abord après la prière vos leçons, s'il vous plaît, sinon vous allez désapprendre. N'est-ce pas? Donc, si le triangle est rectangle, on a les deux côtés, on applique le théorème de Pythagore pour calculer le troisième côté. Maintenant, si le calcul porte par exemple sur l'hypoténuse, qu'est-ce qu'il a dit Pythagore? Que le quart de l'hypoténuse est égal à la somme des quarts des deux côtés qui forment l'angle droit. Toujours. C'est par l'hypoténuse. Et qu'est-ce qui représente l'hypoténuse? C'est le plus grand côté, mais malheureusement, il y a certains élèves parmi vous qui ne comprennent même pas, qui ne savent même pas l'hypoténuse. Or, si vous ne connaissez pas l'hypoténuse, vous ne pouvez même pas appliquer parce que
Le plus grand côté correspond toujours à l'hypoténuse. Voici les deux côtés qui forment l'angle droit, ces deux côtés-là. Donc c'est le quart de l'hypoténuse. Si on vous demande l'hypoténuse, tu fais la somme des quarts des deux autres côtés. Mais si on vous demande l'un des côtés qui forment l'angle droit, il faudra faire une soustraction. Ça veut dire que ça sera l'hypoténuse moins l'autre. Maintenant, les deux au carré. Et impérativement, il faut aussi avoir une petite assise sur les racines carrées. Par exemple, si vous avez TFM carré, par exemple, TFM carré égale à 12, on saura que TFM égale à racine de 12. Si c'est égal à racine de 12, alors que l'élève ne peut pas décomposer racine de 12, ça pose problème aussi. Inch'Allah, je reviendrai peut-être sur ce chapitre plus clairement pour certains élèves qui n'ont pas encore compris, avant que vraiment cette situation nous dépasse. Maintenant, si on a les deux côtés, je dis qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et si on n'a pas les deux côtés, on vous dit... Je dis que si on vous dit, par exemple, un triangle, on vous dit ABC, un triangle rectangle. Tout court. ABC, un triangle rectangle. Un triangle qui est rectangle. Et là qu'on vous donne les deux côtés, on vous donne l'un des côtés seulement. Déjà, le fait qu'on dit que le triangle est rectangle, vous avez les deux possibilités. On vous donne l'un des côtés seulement. On n'a pas donné les deux côtés, on vous donne l'un des côtés. Il y a un problème. Maintenant, puisque M. Khan, je suis devant ma copie, il avait dit que si on a un triangle rectangle, on a deux possibilités. Si on vous donne les deux côtés, c'est le théorème de Pythagore. On m'a donné l'un des côtés, il y a un problème. Et se retourne, il a dit que si ce n'est pas Pythagore, pour le triangle rectangle, ça sera la trigonométrie. Donc là, ça sera la trigonométrie, c'est sûr. Si on vous donne un seul côté, mais ça ne suffit pas, un seul côté, ça ne suffit pas. Il faut qu'on vous donne la mesure d'un angle. La mesure. Retour, c'est pas grave. Retour. Voilà. Je dis que si on vous donne la mesure d'un angle, par exemple, on vous donne la mesure d'un angle. On vous demande de tracer un triangle rectangle. On vous donne l'un des côtés seulement. Et la mesure d'un angle. Si on n'a pas les deux côtés, c'est sûr que nous allons appliquer la trigonométrie. C'est sûr maintenant. Ni Thalès, ni Pythagore. Qu'est-ce que reste à faire maintenant? Mais malheureusement, pour le théorème de Pythagore aussi, il y a trois fenêtres qui s'ouvrent. Trois. On ne peut pas simultanément appliquer sinus, cosinus, tangente. Il faut savoir quand est-ce appliquer le sinus, le cosinus ou la tangente. Là aussi, il y a trois fenêtres qui s'ouvrent. Soit c'est le sinus, soit c'est le cosinus, ou bien la tangente. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir est-ce que c'est le sinus, est-ce que c'est le cosinus, est-ce que c'est la tangente? Cela dépend de l'énoncé. C'est l'énoncé qui vous impose la voie à se prendre. C'est l'énoncé. On vous dit que le triangle ABC, il est rectangle en A, ici. On vous a dit A, B, C. Et un triangle qui est rectangle ici en A. Et on vous a donné AB qui est égal à combien? 6. L'un des côtés. Et qu'est-ce qui se passe? On vous donne l'angle B qui est égal à 30 degrés. L'angle B j'ai l'habitude avec les craies. Ces craies, il faut comprendre maintenant. Puisque même craies, ce n'est pas sûr à Corona, il faut éviter les craies. Même craies, ce n'est pas sûr. Voilà. On ne sait même pas d'où ça vient. Peut-être ça vient de la Chine. Ah, je m'excuse. Voilà. Donc, si on vous donne un triangle ABC, rectangle en A, et on vous donne l'angle B, on vous demande de calculer une distance. D'abord, on vous a donné la mesure d'un côté seulement. C'est sûr, Pythagore éliminé. Trigo. Mon problème, c'est entre sinus, cosinus ou tangente. Maintenant, la voie à suivre dépend de la question posée. Par exemple, on vous demande de calculer BC. Il faut que je vérifie d'abord que représente le BC pour le triangle. Cela veut dire quoi? Si on vous demande, si vous êtes obligé de passer par la trigonométrie, regardez quand est-ce qu'il faut appliquer sinus ou cosinus. Sinus ou cosinus, si le calcul porte
Si le calcul porte sur l'hypoténuse, ou bien on vous donne l'hypoténuse. Cela veut dire quoi? Si on vous demande de calculer BC qui représente l'hypoténuse, c'est sûr, ça sera entre sinus ou cosinus, c'est sûr. Ou bien, on vous a donné l'hypoténuse, on vous demande AB par exemple. Non seulement on vous a donné l'hypoténuse, et on vous demande l'un des côtés qui forme l'angle droit. C'est sûr, ça sera sinus ou cosinus, c'est sûr. Maintenant, quand est-ce appliquer sinus? Si on vous a donné, par exemple, l'hypoténuse, on vous donne un angle B et on vous demande quoi? Le côté opposé à l'angle. Qu'est-ce qui représente le côté opposé? Moi, côté du diacarlo. Par exemple, ici, vous avez le point, on met un point ici comme si c'est l'œil. Voici le côté. Le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Si on vous demande de calculer AC et connaissant BC, là, c'est le sinus. On passe par sinus. Maintenant, revient aux élèves à travers ce qu'ils ont appris que sinus d'un angle égale côté opposé sur hypoténuse. Sinus d'un angle égale côté opposé sur hypoténuse. Par exemple, sinus de l'angle B égale à AC sur BC. Mais n'oubliez pas aussi que 30 degrés est un angle remarquable dont l'élève doit connaître le sinus, le cosinus et la tangente. Ça, c'est dans le cahier de cours. Vous devez apprendre ça. Ça n'appartient à personne. Personne, même je ne suis pas mathématicien ou non, vous devez apprendre ça. Maintenant, je dis que les deux, il faut que le calcul porte sur l'hypoténuse. Ou bien on vous demande de calculer, ou bien on vous donne l'hypoténuse. Si on vous le donne, ou bien on vous demande de calculer l'hypoténuse, ça sera sinus ou cosinus. Et si on vous donne un exercice, un triangle, non seulement on ne vous a pas donné l'hypoténuse, et encore on ne vous a pas demandé ça. On ne vous a pas demandé le sinus. Non, on ne vous a pas demandé le côté l'hypoténuse, ni on ne vous demande pas de calculer l'hypoténuse. Cela veut dire quoi? Sinus, cosinus, éliminé. Il reste quoi? La tangente. Donc, quand est-ce qu'on applique la tangente? Si on vous demande de calculer une distance dont on ne connaît pas l'hypoténuse, parce que la tangente égale côté opposé sur côté adjacent, ça fait appel aux deux côtés. N'est-ce pas? Donc, et là, pour la prochaine fois peut-être, en train de temps, je reviendrai quand est-ce qu'on applique. Parce que si le triangle n'est pas rectangle, il ne vous restera que le théorème de Thalès. Alors que le théorème de Thalès, soit, ça ne suffit pas pour un seul triangle. Il faut avoir des triangles en position de Thalès. Maintenant, pour que les triangles soient en position de Thalès, il y a aussi des normes. Il y a des normes, soit ça sera une réduction ou bien un agrandissement. Donc, les élèves, préparez, affrontez les exercices sur le théorème de Pythagore et sur la trigonométrie. Quand je reviendrai, vous allez voir avec les applications, les cas pratiques, ça sera encore beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Monsieur Arfan Kane. Merci pour ce très beau cours de mathématiques, très très dynamique. Merci beaucoup, merci mille fois. Je pense que c'est bien clair pour les élèves, même si nous n'avons pas la possibilité de revenir ici pour en parler. J'espère que nous l'aurons, mais dans le cas contraire, ils auront aussi la possibilité, les apprenants, de retrouver tout ça sur igfm.sn à défaut sur la page Facebook de l'émission. C'est toujours avec la télévision Futur Média. En tout cas, mille merci, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Professeur Massamba, nous allons enchaîner après les mathématiques. Je pense la semaine dernière, nous avions parlé de commentaires, de dissertations, et aujourd'hui, nous allons voir un peu, ou bien beaucoup de résumés avec M. Ndiaye du lycée Limamou Laye. Oui, merci beaucoup, Assou. Nous allons voir un peu et beaucoup de résumés en même temps. Parce que, en fait, comme on dit en Wolof, donc on va faire en sorte de donner à nos apprenants ce que nous avons déjà et de nous projeter vers un avenir très proche pour un peu revenir sur certains détails. Bien sûr. Parce que déjà, les formateurs ont déjà installé quelques compétences. Alors nous, en fait, selon le format de l'émission, nous sommes là juste pour les retenir à la maison et les intéresser par rapport à ce qu'ils ont déjà et par rapport à ce qu'ils doivent avoir. Merci beaucoup. Donc c'est cela. Donc nous allons revenir un peu sur les aspects fondamentaux du résumé de texte, avec un texte à l'appui, un texte très accessible de Frantz Fanon. Donc on va d'abord rappeler un peu très brièvement la technique de résumé. Alors, résumé, c'est quoi exactement? Je ne vais pas faire un cours, mais je vais juste expliquer aux enfants alors ce que c'est qu'en réalité le résumé de texte.
Le gel, s'il vous plaît. Oui, mais Corona oblige. Il faudrait qu'on fasse. Ah, hop là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Ndiaye. Il est professeur de français au lycée Limamoulaye. Et puis, bien des choses aux apprenants, aux élèves du lycée Limamoulaye et à tous les élèves du pays. Nous vous souhaitons très, très bon courage dans cette période difficile pour tout le monde. Mais Inch'Allah, ça ira. Alors, résumer un texte, c'est quoi, en fait, chers apprenants? Oui. Ok, c'est très bien. Donc, vous dites que c'est quoi exactement? Non. C'est pas reproduire un texte simplement. Oui, quelqu'un d'autre? Rendre le texte beaucoup plus court. Oui, mais pas exactement. D'accord. Parce que rendre un texte beaucoup plus court, on peut avoir un texte comme ça. Il ne D'accord? s'agit pas de réduire. Alors, je l'ai rendu plus court. Donc là, j'ai éliminé ça. Je l'ai rendu plus court. La réponse n'est pas bonne alors. Non, du tout. Alors, c'est quoi le résumé? C'est quoi résumer un texte? Oui, Ibrahim. Alors, c'est reproduire un texte en quoi faisant? Ok, très bien. C'est reproduire un texte en respectant scrupuleusement le sens du texte initial. Ah oui, d'accord. Là, c'est déjà bien. Qui d'autre? En gardant la quintessence du texte. Excellent, en gardant la quintessence du texte. C'est également cela. Alors, résumer un texte, c'est quoi concrètement? C'est reproduire le contenu d'un texte en étant fidèle à 3 choses à la fois par rapport à un texte initial. En étant fidèle à 3 choses. Aussi simple, au sens déjà du texte initial. Ensuite, en restant fidèle au système. Attention. En restant fidèle au système d'énonciation et en restant fidèle également à la démarche chronologique des idées de l'auteur. Pour quiconque voulant résumer un texte parmi vous, il doit obligatoirement être fidèle au sens du texte, c'est-à-dire être fidèle à la pensée de l'auteur. Mais il ne doit pas se limiter à ce niveau. Il doit être fidèle également au système d'énonciation, les indices d'énonciation. Les marques d'énonciation du texte initial doivent être repris dans leur intégralité, sans pour autant en changer. On peut changer les éléments utilisés, mais les marques doivent rester les mêmes. L'auteur a fait son texte à la 3e personne du singulier. Moi, je n'ai pas le droit, ou Ibrahim, tu n'as pas le droit de faire le texte à la 1re personne du singulier. Pourquoi? Parce que le système doit être fidélisé. À côté de cela, il y a la démarche chronologique des idées de l'auteur. Je donne un exemple très simple. Alors, l'auteur a fait un texte en 3 paragraphes. Le premier paragraphe parle de coronavirus. Le deuxième, il parle des dangers du corona. Corona, virus. danger. Alors, le troisième parle du vaccin qui est trouvé. Moi, je n'ai pas le droit de faire mon texte résumé en commençant par travailler cela. Je n'ai pas le droit de commencer à travailler cela et pour terminer avec ça. Je dois respecter, vous devez respecter, vous autres élèves, la démarche chronologique des idées développées par l'auteur. Autrement dit, vous devez être fidèle à l'organisation, l'architecture même du texte développé par l'auteur. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire 3 paragraphes distincts. Mais vous êtes obligé de respecter l'ordre de disposition des idées développées par l'auteur. Vous avez compris? Ok, c'est très bien. Alors, en dehors de ce principe de fidélité du sens, fidélité au sens du texte, fidélité à la démarche chronologique et au système d'énonciation, qu'est-ce qu'il faut pour faire un résumé? Oui? Vous dites quoi? Il faut faire quoi? Il faut impérativement comprendre. Voilà.
il faut comprendre le texte. C'est les vieilles habitudes. Oui, c'est une habitude. Il faut comprendre le texte. Alors, la compréhension du texte dépend de quoi? C'est un jeu de questionnement. Vous vous amusez avec le texte. Vous savez, un texte a une âme qu'il convient d'explorer. C'est comme si vous jouez avec votre bébé. À la maison, vous êtes à côté d'un bébé, mais jouez avec ce bébé-là. Le texte, il est semblable à ce bébé-là. Vous lui posez des questions. La première question, c'est quoi? Posez la question qui parle. Vous lui posez une autre question et vous vous rendez compte finalement que le texte va vous répondre. Il va vous parler. La deuxième question, de quoi? Et la troisième, peut-être, des questions essentielles. Hein? Comment? Et on peut en poser énormément. Pourquoi? Mais en résumé, on se limite à qui parle, de quoi, comment et le pourquoi, faiblement. Pourquoi qui parle? On a besoin d'avoir une idée de l'auteur pour nous permettre de mieux cerner les informations que nous pouvons avoir par rapport à ce texte-là. Et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Parce que l'auteur, parfois, il est extrêmement important par rapport aux idées qui sont développées et par rapport à la période et au contexte auquel le texte a été publié. Alors, de quoi il parle? Ça nous permet de glisser tout droit vers ce qu'on appelle le thème, et ça nous permet d'aller vers la thèse développée dans le texte, c'est-à-dire l'idée générale. Lesquelles informations vont favoriser chez vous une meilleure compréhension, une meilleure appréhension du texte qui vous permettra véritablement de faire le travail de compression. Alors, le comment, ça traduit la manière avec laquelle il s'y prend, et cette manière traduit la structuration ou la structure du texte. Nous allons finalement vers la structure du texte. Sans cette structure du texte-là, il est impossible de comprendre et de comprendre parfaitement le texte pour pouvoir le résumer. Donc, obligatoirement, vous devez travailler la structure du texte. Et cette structure-là apparaît à travers la manière avec laquelle il s'y est pris pour développer ses idées. Alors, cette manière-là, l'auteur s'y est pris. Tout à l'heure, on a pris l'exemple d'un texte qui portait sur le coronavirus et qui avait été développé selon trois idées. Donc, cette manière-là va être reproduite et ça nous permettra de dégager et le thème pour nous permettre d'être carrément dans nos textes. Ça vous permettra également de déterminer l'idée générale à travers la thèse défendue par l'auteur dans le texte. Et ça vous permet de sortir les grandes lignes du développement, c'est-à-dire les idées essentielles, c'est-à-dire les idées directes, les idées directrices, sans lesquelles le texte ne saurait être résumé. Donc, pour résumer un peu ce que nous avons dit jusque-là, résumer un texte, c'est faire sa compression. Mais faisant sa compression, on est obligé d'avoir des aptitudes, obligatoirement. Les aptitudes sont liées à quoi? La culture générale. Ou, si vous voulez, une culture livresque. On est obligé, en plus de cette culture livresque-là, d'avoir, attention, d'avoir quoi? Des aptitudes à lire et à analyser la pensée de l'auteur. Mais comme entre autres aptitudes également, il faudrait qu'on ait cette capacité-là de lire un texte et d'en sortir, les idées.
Donc, il faut ces aptitudes-là. Mais en dehors de ces aptitudes-là, il faudrait que le travail repose foncièrement sur une méthodologie. Il faut que le travail repose sur une méthodologie. Et la méthodologie du résumé repose principalement sur 3 aspects. Quoi que l'on fasse, quoi que vous fassiez, vous travaillez sur 3 choses à la fois dans un résumé de texte. Ou vous supprimez, ou vous substituez, ou vous reformulez. Quel que soit ce que vous ferez avec le texte que vous avez, vous allez vous exercer à supprimer, vous allez vous exercer à substituer, mais vous allez vous exercer également à reformuler. Oui, vous reformulez. Vous me dites, vous reformulez quoi? Mais vous reformulez les éléments du texte. Ibrahim, encore une fois de plus. Qu'est-ce qu'il faut reformuler dans le texte? L'auteur a bâti son texte. Vous avez l'objectif de réduire le texte à un certain nombre de mots. On y reviendra tout de suite. Mais pour faire ce travail-là, les structures qui sont longues et qui sont utilisées par l'auteur doivent être allégées, doivent être réduites. Et cette réduction-là doit vous amener à procéder par ce qu'on appelle la reformulation. Je rappelle au passage que reformuler, c'est dire autrement. Dire autrement, tout en disant ce que l'autre a déjà dit. Donc, à côté de cette reformulation, il y a ce qu'on appelle la substitution. Vous savez, chers élèves, substituer, ce n'est pas simplement travailler la synonymie. Ce n'est pas travailler la synonymie. C'est quoi? C'est prendre un élément, le remplacer par un autre, mais d'égale valeur. Vous prenez un élément, mais vous remplacez cet élément par un autre élément qui a la même valeur que l'élément que vous avez remplacé, mais dont vous ferez une économie en termes de mots. On supprime, mais tout ce qui est accessoire. Vous savez, à la maison, la bonne qui prépare le repas, quel qu'en soit ce qu'elle va préparer, même s'il s'agit d'un tchéboudian, elle peut tout négliger, sauf le riz et le poisson. Beaucoup de fait tout tchéboudian. Donc, il faut impérativement les éléments obligatoires, mais les accessoires, le sel peut être diminué. Les assaisonnements peuvent être enlevés. Elle peut ne pas mettre de l'oignon, ça ne fait rien. Mais du riz, on ne peut pas ne pas en mettre. Donc c'est cela en fait la suppression. On supprime les accessoires dans un résumé de texte. Et vous allez me demander, monsieur, mais qu'est-ce qu'on appelle accessoire dans un résumé? Tout ce qui n'est pas utile ou indispensable dans la compréhension du texte. Accessoire, c'est ce qu'on peut enlever et qui ne dénature pas le texte. Les parenthèses, les guillemets, les arguments mineurs, tout cela constitue des accessoires qu'il convient d'enlever, en plus, tout naturellement, des exemples illustratifs, qui sont les soubassements de l'argumentation. Parce que n'oublions pas que le texte à résumé est un texte argumentatif. Nous avons l'exemple ici, qui nous permet de voir de visu. Alors, on va vous présenter le texte, vous donner le travail à faire, et certainement au prochain cours, nous reviendrons sur la correction et avec les détails par rapport au résumé de texte. Mais je rappelle encore une fois de plus, avant que je ne me lance dans le texte, que travaillant le résumé de texte, on est obligé de faire ce qu'on appelle, avant de faire quelque travail que ce soit, de déterminer ce qu'on appelle la proportion marginale. Les élèves oublient cela. La proportion marginale. Et c'est quoi la proportion marginale? On vous donne un texte et on vous demande de faire le résumé.
Mais le résumé est toujours suivi d'une consigne. Vous résumez ce texte en un certain nombre de mots. En 80 mots, en 90 mots, je commence que la consigne, c'était résumer ce texte en 80 mots avec une tolérance, résumé en 80 mots, avec une tolérance de 10% en plus ou en moins. Alors, il faudrait déterminer la proportion marginale, c'est-à-dire la fourchette de résumé. Alors, elle s'obtient comment? On a 80 multiplié par 10, divisé par 100. On fait la simplification, on a la marge est égale à 8 mots. Donc la tolérance qui nous est accordée est de 8 mots. Maintenant, on va déterminer la proportion. C'est 80 plus 8, 80 moins 8. 80 plus 8, ça fait 88 mots. 80 moins 8, ça fait 72 mots. Alors la proportion marginale devient 72, 80, 88, strictement fermé aux deux extrémités. Je parlerai en termes purement mathématiques. Les deux extrémités sont strictement fermées. Les bornes sont fermées aux deux extrémités. On n'a pas le droit de faire moins de 72, on n'a pas le droit de faire plus de 88 mots. Donc le travail que nous allons faire, nous allons lire attentivement le texte à la maison. Vous allez lire le texte attentivement. Après avoir lu le texte attentivement, en plus justement des considérations que nous avons faites, vous allez essayer de me faire le résumé, mais en commençant d'abord par répondre aux questions suivantes. On en avait déjà parlé, le thème du texte. Vous identifiez également l'idée générale. Vous dégagez également la structure du texte. Après avoir dégagé la structure du texte, vous allez relever toutes les articulations, c'est-à-dire les mots de liaison qui sont dans le texte et qui permettent véritablement de saisir l'enchaînement des idées du texte. Vous allez me sortir tous ces éléments-là. Après cela, nous allons revenir sur le résumé et pas à pas, nous allons voir exactement comment est-ce qu'il faudrait faire le travail. Et je vous rappelle que le résumé ne porte pas sur des phrases, mais sur les idées qui sont développées dans le texte. Ça, il faudrait l'avoir en tête. Et quand vous ferez le résumé, ne résumez pas les phrases, mais résumez les idées qui sont développées dans les différentes parties, en tenant compte justement qu'un texte argumentatif est toujours composé d'une introduction, maintenant des idées essentielles, et là, en ce faisant, vous allez essayer de faire le travail qui est demandé. Et voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la correction. Allez, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lamine Ndiaye, professeur de français. C'est fini, oui? Déjà. C'est allé très très vite, docteur Massamba, finalement. Mais pour les petits, on a eu un peu de mathématiques et là, une leçon sur le résumé. Finalement, nous sommes gâtés aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Oui, mais au-delà, j'espère que, comme moi, les élèves ont senti la passion que ces messieurs ont pour ces disciplines. Et pour moi, le plus important aujourd'hui dans les salons, c'est que les enfants voient des gens qui aiment savoir et des gens qui sont généreux dans le partage du savoir. La passion de mon frère Arfan, monsieur le directeur, la passion de mon jeune frère et ami Lamine, la passion de mon esclave Damsek. Cette passion-là, moi, ce dont j'ai envie, c'est de voir des élèves passionnés, de voir des élèves qui ont envie d'aller à l'école, de voir des élèves qui ont rendez-vous avec des gens passionnés. C'est comme ça que la passion soit contagieuse. Elle sera contagieuse et elle tuera la contagion de corona danger, comme il dit. Et moi, c'est vraiment pourquoi je suis là. C'est pourquoi nous avons mis cela en place. Et je remercie les autorités de TFM, en particulier le patron Youssou Ndour, toutes les équipes. Et la passion des journalistes, la passion des caméramans, la passion de la régie, la passion de la réalisation, la passion de toute cette famille-là, pour que nos enfants vivent cette passion-là. On ne transmet pas ce qu'on aime, et quand on aime passionnément, on transmet passionnément. Félicitations aux enseignants, vous êtes des gens qui méritent le respect du monde. Ils sont juste merveilleux. Wonderful. Merci beaucoup. En tout cas, mille merci à vous, docteur Massamba, pour cette initiative. Mais merci aussi aux enseignants qui ont bien voulu prendre de leur temps, quitter la famille, faire le déplacement, venir à la télévision Futur Média et participer à l'émission La Salle des professeurs. En tout cas, pour nous, c'est énorme, c'est exceptionnel. Et rassurez-vous, chers apprenants, nous allons vous accompagner. Nous serons avec vous jusqu'à la fin, quelle que soit la situation. Ensemble, nous allons nous
battre pour défier Corona et le mettre à terre. Je pense que c'est encore possible. Ensemble, relevons le défi, Dr Massamba. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous demain encore à la même heure, ici à la télévision Futur Média, avec des enseignants très, très généreux, très, très passionnés, très, très chaleureux pour partager avec vous l'expérience, leur connaissance. En tout cas, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas votre livre, chers enfants. Juste quelques pages, même si c'est bon, la journée. Donc, à vos livres, à vos blocs, à vos cahiers de leçons, ça ira, Inch'Allah. Et comme j'ai l'habitude de dire, pardon, docteur Massamba. Équipe technique. J'ai pas encore, j'allais y venir. Merci beaucoup. En tout cas, très bon courage à tous. Merci pour la disponibilité. Merci à l'équipe technique. Merci aussi à la coordination. En tout cas, c'est un travail collectif. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. Très bon courage et à demain. Merci à tous.